pourrais dire d'abord que le premier enjeu pour moi, c'est de trouver une langue. Alors c'est une langue dans un sens multiple, c'est-à-dire un espace dans lequel on peut avoir une pratique, avoir une invention, une créativité possible, et surtout un espace dans lequel il y aurait moins de segmentation. Souleymane Bachir Diaye parlait ce matin de traduction. C'est un sujet qui moi aussi me porte beaucoup et depuis longtemps. Et c'est important, il l'a dit, en fait, la traduction n'est pas une immédiateté et elle nous met dans quelque chose qui nous oblige à nous mettre dans l'antre. Quand je dis donc trouver une langue, c'est pas forcément une unicité, mais bien quelque chose de malléable et qui permette d'avancer. Et quand je dis encore avancer, c'est pas forcément dans une direction, c'est pas unidirectionnel. Et je crois qu'on est dans un moment comme ça, en fait, où on a besoin d'en finir avec toute une série de choses qui nous encombrent. Enfin, pour moi, là où je suis aujourd'hui, peut-être dans un premier lieu, une forme de normativité de la pensée, c'est-à-dire les choses qui font qu'on va désigner une pensée comme étant la représentante d'une discipline, la représentante d'une culture, la représentante d'une position. Trouver un moyen pour que ces positionnalités puissent s'articuler entre elles et puissent arriver au fond quand même à trouver un peu des solutions, à trouver un peu ou à défaut de trouver des solutions, à trouver des questions pertinentes et à faire de ces questions pertinentes des chantiers réels. Je crois, enfin pour moi j'en suis là et j'en suis presque à un moment de suspension qui est à la fois un peu terrifiant, un peu inquiétant et en même temps extrêmement utile, je pense, pour sortir des rythmes, des temporalités imposées, et puis de ce qui a été caractérisé dès le départ des ateliers ici, comme étant un temps de sidération, d'effroi, qui est un temps d'empêchement. Il y a une sorte d'urgence à garder cette suspension pour voir comment elle va finir par nous travailler ensemble et où elle peut nous amener, et on espère, enfin en tout cas moi j'espère qu'elle nous amène quelque part où on pourra être utile. Elle me vient d'emblée du lieu d'où je viens, donc d'abord d'une binationalité, donc d'un monde qui est peuplé de deux, mais en fait il faudrait dire de quatre d'emblée, parce que je suis née en Tunisie, d'un père tunisien et d'une mère française, et donc d'emblée le tunisien, le dialecte tunisien et la langue française sont mes langues maternelle, c'est un mot qui ne fonctionne pas, mais on va l'utiliser quand même. Et au moment aussi où je suis née en Tunisie, où j'ai passé mon enfance en Tunisie, il y a une troisième langue qui nous accompagne, c'est l'italien, qui est la langue de la télévision, des dessins animés, des jeux. Donc ces trois langues sont des langues, disons, de la maison, et à laquelle il faut ajouter la langue scolaire, qui est aussi l'arabe classique, l'arabe littéraire. Donc voilà, d'emblée, je suis née dans une intersection de langues qui sont pas toutes. Ça donne l'impression comme ça d'une communauté heureuse, mais en réalité, elles sont parfois aussi un peu en conflit. Elles s'ajustent à des moments de l'existence, à des temps. Je disais la langue du jeu, c'était un peu, enfin la langue l'Italie, c'était la langue colorée, un petit peu qui faisait envie. Le tunisien, c'est la langue, alors pour le coup, des jeux réels. Bon voilà, on pourrait les attribuer, mais ça ne marcherait pas complètement en fait. Ça avance avec soi, le multilinguisme. Et puis ensuite, en fait, je crois que le travail que je fais, le travail d'historienne que je fais, est en grande partie un travail de traduction, au sens où il est une attention aux mots, il a une attention à l'archive, il a une attention aussi à des manières de traduire littéralement, puisque je travaille le plus souvent sur des sources en arabe et que j'écris le plus souvent en français. Voilà, donc il y a plein de niveaux de relations avec la traduction comme travail qui sont présents dans mon travail.
pour moi, c'est un bonheur absolu. C'est-à-dire, c'est une joie. Enfin, ça peut être une tristesse. En tout cas, c'est une émotion forte. C'est-à-dire que l'archive, c'est quelque chose qui est déposé. Alors déjà, il est à un endroit. Et souvent, je dis quelque chose, ça peut être un objet, un texte. Et souvent, déjà, l'itinéraire qu'il a accompli pour se trouver à cet endroit-là nous dit quelque chose quand on peut arriver à le reconstituer. Et puis, en réalité, quand on voit le document, on y décèle, enfin, en fait, on se met à la place de quelqu'un ou de quelques-uns, enfin, parce que parfois ces textes ont circulé ou ils ont été touchés par plusieurs personnes. Je pense qu'il y a quelque chose enfin, pour moi en tout cas, il y a quelque chose de magique à voir se matérialiser ou à construire la matérialisation des hommes et des femmes, mais même aussi des lieux qui ont pu accueillir ces objets que sont les textes archivistiques ou que sont les archives avec lesquelles je travaille. Elles sont heurtées par les séjours qu'elles ont faits, par les lieux où elles sont passées, mais que ce soit dans une archive froide, enfin, pensée comme froide, qui est l'archive institutionnelle, nationale, ne serait-ce que le tampon porte la marque de la force avec laquelle on a tamponné, et du lieu auquel il s'est placé, de la manière dont il peut vouloir couvrir ou pas couvrir. Enfin, je sais pas, il y a des interstices de l'archive qui sont... Voilà, qui disent beaucoup de choses. On peut jamais vraiment tout raconter quand on est historien, mais c'est certain que ce travail d'imagination, il se met en place immédiatement dès le contact avec le document archivistique. Alors les silences, on ne les voit que quand ils ont laissé des traces. Ils laissent des traces... parce qu'en fait, évidemment, archiver, c'est aussi jeter. Donc il y a aussi tout ce qui n'est pas là. Mais bon, si ça n'est pas là, en fait, on ne peut que deviner qu'il pourrait y avoir plus. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est les petites graines qui sont semées et qui laissent deviner qu'il y a des choses en tout cas, qui ne sont pas dites, qui ne sont pas dans le récit, ni dans les tampons, ni dans les marques qu'on a vraiment dans les archives, mais il y a des petits appels comme ça. Donc, alors c'est ce que j'ai appelé des silences, mais c'est des silences qui nous laissent la possibilité de les remplir. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment les remplir, mais en tout cas d'aller chercher, d'éclaircir ce mystère-là. Donc c'est ces personnes qui ne sont pas le sujet principal de l'archive et qui tournent autour, qui peuvent être juste mentionnées, qui peuvent arriver aussi par effraction. Il m'est arrivé dans certains dossiers de voir des lettres, par exemple, qui étaient envoyées à des prisonniers qui n'ont jamais été transmises, donc qui ont été saisies par l'administration. Donc là, on peut aussi reconstituer une absence, alors qui n'est pas vraiment silencieuse dans les archives, mais qui, dans la vraie vie, a été une absence, un message qui n'est pas passé, souvent des mots d'amour ou des mots familiers qui ne sont pas arrivés jusqu'à leur destinataire. Et là aussi, au fond, qu'est-ce que ça dit de raconter ces histoires-là ? Il y a une forme de... Enfin, ça fait surgir des fantômes, ça fait surgir des fantômes, et c'est aussi assez intéressant de se dire qu'on a une occasion de raconter quelque chose que, en fait, personne n'a vraiment vécu, enfin, qui n'a pas été réellement perçu, voilà, dans le temps où ça s'est produit. Voilà, donc il y a mille façons à la fois de parler des silences et de les faire parler. Oui, alors modestement, je crois que c'est le travail de tout historien et de toute historienne de faire ça. On a tendance à avoir enfin, je pense qu'il y a une vision commune de l'histoire qui en fait quelque chose de beaucoup plus, comment dire, plat. Que ça ne l'est vraiment, hein. C'est-à-dire qu'au fond, reconstituer des faits qui se seraient passés dans le passé, c'est une définition qui ne ressemble pas beaucoup en fait à l'histoire telle que la font les historiens. D'abord parce qu'ils sont toujours au présent, il et elle, hein. Et aussi parce que le passé, ça n'existe pas en tant que tel, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que les gens qui ont vécu les choses dans le passé
ne vivent jamais le récit qu'en font les historiens. Le récit que font les historiens est évidemment une mise en récit. Donc c'est aussi toujours un travail d'écriture et c'est toujours un travail de... Et puis c'est aussi une mise en échelle, c'est-à-dire que, voilà, tout simplement, on peut jouer à être à la fois un micro-endroit et à poser des questions beaucoup plus vastes et beaucoup plus globales. On peut étirer des moments et en resserrer d'autres. Pas simplement par le travail de l'écriture, je dirais, mais aussi par le travail de la documentation. C'est-à-dire s'attarder, creuser dans une documentation sur quelque chose qui paraît extrêmement ténu et qui probablement l'est, mais dont on a l'intuition qui va nous permettre de comprendre des choses qui disent un temps, ce que les contemporains savent de manière comment dire, intuitive. En fait, on vit dans notre temps quand on est contemporain d'un temps, et nous autres historiens, quand on veut retourner dans un temps, il nous faut beaucoup d'attention pour arriver à toucher cette intuition que les contemporains de leur temps ont de leur temps. Voilà. On s'en approche, hein. On n'est jamais vraiment, on n'a pas de machine à remonter le temps. Mais en fait, moi, en tout cas, c'est ça que je cherche, d'essayer de voir en fait dans quel état d'esprit, avec quel code. Par exemple, une des choses que je trouve vraiment fascinante, c'est d'arriver à comprendre l'humour d'une époque. C'était dans mon travail de thèse, quand je travaillais sur les intellectuels syro-libanais, j'étais tellement contente quand je pouvais rire d'une blague que je trouvais dans un journal de l'époque, parce que je disais, ça y est, je comprends bon, voilà, les enjeux, de qui on parle, pourquoi c'est drôle, et voilà, quels sont tout simplement les implicites, en fait. Et ça demande beaucoup de documentation, en fait, pour arriver à comprendre ces implicites-là. Donc c'est ce travail-là aussi qui fait que le travail historien n'est pas de raconter le passé. La Méditerranée, c'est toujours un problème parce que, alors pour le coup, c'est pas de la documentation, c'est des bibliothèques qu'on porte sur les épaules quand on parle de Méditerranée. Alors j'en suis où? Moi, je travaille sur la Méditerranée du Sud. C'est un espace qui, je pense, a un sens. Bon, alors, d'autant plus à l'époque où je le prends, c'est-à-dire dans la période postcoloniale, y compris avec les mythes qui l'accompagnent. C'est-à-dire, je pense que c'est une surface de projection, disons, contemporaine, et elle est... c'est difficile de parler de ça parce c'est une surface de projection de cauchemar, en fait, essentiellement. Donc, mais je veux dire ça, évidemment, d'abord par le fait que c'est un cimetière et c'est un mouroir, mais pas seulement, en fait. Je pense que avant même cette tragédie, ce massacre en cours, elle est une surface de projection réciproque. En fait, moi, je l'aperçois un peu comme de la bile, cette mer. Hein. Elle est pleine d'amertume, elle est pleine de rancœur, quoi. Et toute la mythologie qui s'est mise dessus ne fait qu'en fait que renforcer ça. Malgré le fait que je ressens une appartenance à cet espace, je ressens même comment dire, la familiarité qu'elle procure. Je me sens chez moi dans plein d'endroits de Méditerranée et voilà, à la fois je trouve ça un peu ridicule, mais en fait c'est quand même vrai qu'on sent, voilà, qu'il y a une sorte de parenté. Cette parenté c'est construite sur toute une série de violences, mais qui aujourd'hui se sont sédimentées, quoi. À ça s'ajoute la crise climatique, enfin le temps dans lequel on vit aussi, avec la conscience forte que non seulement on est dans une mer où il y a des cadavres en décomposition de nos frères humains, mais où il y a aussi de l'asphyxie, d'être vivant au sens large. Alors, du coup, ça devient un petit peu difficile de parler de la Méditerranée voilà, joyeuse, riante. Ça devient même difficile de parler de la koiné méditerranéenne ou même, je dirais, de
de ces espaces civilisationnels. Et enfin, moi j'ai une petite fatigue, c'est-à-dire j'ai pu participer à ces conversations-là et y réfléchir. Et je pense déjà que je cherchais à décaler ce Mare Nostrum, cette affaire de prise en charge de cet espace, y compris de sa reproduction dans d'autres lieux, etc. Aujourd'hui, je trouve que ça nous encombre, en fait. Je pense qu'il faut regarder les choses en face, et voilà ce qu'on a quand on regarde la Méditerranée aujourd'hui, avec ses beautés et avec cette viscosité. Les deux, je dirais. Il y a évidemment une brèche parce que toute voix qui vient porter autre chose que de l'impuissance ouvre des brèches. Et de fait, même lorsqu'elles ont été défaites, les révoltes et les révolutions des années 2010-2011, puis des années 2019-2020, ont mis fin à la puissance, enfin ont tenté de mettre fin à la puissance. Donc c'est forcément une brèche. Elles ont aussi été des espaces de circulation, de traduction, de conversation fortes entre les pays, entre les régions. Et elles continuent de l'être. C'est-à-dire que là on a je crois des réverbérations, des retours. Aussi de l'autre côté de la Méditerranée, ça a souvent été dit sur les révoltes qui ont pu avoir lieu en Europe, mais peut-être de manière encore plus forte à l'intérieur de l'espace arabe. Et quand je dis ça, là aussi, ce n'est pas une vision irénique ou angélique. Parfois, ça a été aussi des discussions vives et des répulsions entre les différents, non seulement entre les différents endroits où ont lieu les révoltes, mais aussi entre les différentes formes qu'elles ont pu prendre. Et donc voilà, elles ont réactivé ça, mais bon, aussi elles ont réactivé, elles ont charrié des départs, des exodes, des exils. Voilà, bon, ça je n'ai pas besoin de trop développer. Alors moi je suis une très grande optimiste, on se moque de moi en général, mais je trouve qu'on n'a pas vraiment d'autre choix. Donc je ne suis pas le quand même, il faudrait presque l'enlever. Alors quels sont ces ferments d'espoir? C'est une bonne expression, je pense. D'abord, les ferments d'espoir viennent du passé. C'est-à-dire que je pense que les révoltes arabes ne sont pas des révoltes de projection, enfin comme toutes les révoltes en fait, mais en tout cas celles-ci, celles que je connais, ne sont pas des révoltes de projection dans un futur imaginé. Mais qu'elles sont aussi des manières d'aller rechercher des mémoires profondes, d'aller chercher des blessures et de les porter à nouveau. Elles ont aussi porté très fortement cette question de la dignité, dont on parle tout le temps un peu, bon, ça passe comme ça, on dit on cherche sa dignité, c'est quoi la dignité? Pour moi, elles ont donné un sens fort à cette affaire de dignité, sur laquelle je suis encore en train de réfléchir pour comprendre de quoi il s'agit vraiment. Donc ça, c'est déjà un espoir. C'est déjà quelque chose de lancé pour d'autres. Alors, qui ce sera, je ne sais pas. Très concrètement, là où elles ont eu lieu et là où elles continuent de travailler les sociétés, ce travail se poursuit. En Algérie, au Soudan malgré la répression, au Liban malgré l'effondrement, en Irak, en Tunisie, même en Libye et en Syrie. Même si ce n'est pas dans les territoires, même si c'est dans l'exil, il y a quelque chose on a parlé de ça, cette affaire de défaite. Qu'est-ce qu'une défaite en réalité? L'échec, l'oubli, l'effacement. Et même ces mots qui pourraient être très très durs supposent qu'on aurait voulu faire quelque chose et qu'on nous a empêchés de le faire. En réalité, c'est pas ça la révolte. C'est aussi, ça exerce, enfin, ça dit quelque chose qui a un rapport avec la projection, mais c'est pas un plan qui rate. C'est pas un projet d'évasion qui
qui est foutu, quoi. Donc la défaite s'intègre dans l'histoire de la révolte pour lui laisser aussi nourrir sa propre mémoire, nourrir ses propres espoirs et continuer de s'exprimer. Donc dans des cas très concrets aussi, il faut aussi attendre que surgissent des gens qui soient capables de tirer un bout, de tirer un fil et de le tisser autrement, de réfléchir. Hein. En ce moment, il est beaucoup question de réfléchir à ce que c'est que la démocratie. Hein. Au moment des révoltes arabes, moi, je ne les ai pas vues comme des révoltes démocratiques. Alors, au sens où l'entendaient les gens qui disaient que c'était des révoltes pour la démocratie. C'est-à-dire au sens où ils l'entendaient dans une acception de la transition démocratique, ce qui aurait signifié simplement, et on voit bien que c'était faux, qu'il suffisait de voter pour que ce soit réglé. Hein. Et donc si ces révoltes et ces révolutions produisent aussi un temps pour réfléchir à ce que c'est que la démocratie, alors déjà on aura gagné ça. Et je pense qu'on est en train de le gagner parce qu'on a été mis face à deux questions fortes. L'une que je viens d'énoncer qui est quand on demande la dignité, la liberté, est-ce que avoir des élections libres suffit à régler le problème? Et l'autre, c'est la guerre civile. Est-ce que la révolution, c'est la guerre civile? Et quel lien on entretient avec la violence? Et sous deux formes, c'est-à-dire à la fois en ayant bien en tête que la violence n'est pas la dégénérescence de la révolution, c'est-à-dire que la révolution contient une violence et elle doit l'affirmer et elle doit la prendre en charge. Ça ne sert à rien de la nier puisqu'elle émane même des sociétés. Mais maintenant, il faut aussi réfléchir à la manière dont elle peut faire face à l'extrême violence et faire face aussi à son propre débordement. Donc toutes ces questions-là, voilà, on ne pouvait pas les anticiper avant de les jouer, quoi, enfin de les vivre. Oui, tout ça, pour moi, c'est de l'espoir. On peut dire que c'est un espoir un peu mince, mais je crois que c'est au contraire, en fait, très très fort. Non, mais il n'y a jamais eu de non-humanité réellement. Non, cet optimisme, il est peut-être naïf de ma part, mais c'est vrai que je suis très émue par la capacité, la profondeur de notre humanité. Et elle est toujours là. Enfin, je suis aussi très en colère et très terrifiée par l'ampleur de notre inhumanité et sa puissance. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Et je suis optimiste simplement parce que j'ai décidé de regarder du côté de notre humanité. Et que je crois plus en cette force-là qu'en l'autre. Et en fait, encore une fois, je pense que ça serait... Enfin, juste pour le dire simplement, je ne comprends pas comment on peut consacrer sa vie à regarder du côté de l'inhumanité. Enfin, l'inhumanité, je ne sais pas si c'est un terme propre, en tout cas du côté de l'horreur, de la violence, du meurtre de masse, du pouvoir, du virilisme, de la suprématie, certaines personnes, y compris pour les combattre, peuvent passer leur vie à chercher à les analyser, à les décrypter, etc. Pour moi, c'est du poison. C'est du poison. Donc, c'est là qu'il y a un choix de ma part de me tourner vers, de puiser, au contraire, dans l'humanité, dans la force de la création, de l'imagination, de la révolte, de l'auto-organisation, de l'émancipation, et vers des forces qui sont plus riches, quoi. En fait, c'est une histoire. C'est une anecdote qui m'est arrivée quand j'avais... alors, quel âge j'avais? J'avais 10 ans, peut-être, 10-11 ans. Mais c'est une histoire, je pense, qui m'a structurée fondamentalement. Donc j'étais en Tunisie, à Tunis, et éclatent ce qu'on appelait alors les émeutes du pain. Donc des émeutes protestant contre l'augmentation, le triplement du prix du pain. Et je me trouvais dans un quartier qui était le quartier de mon école, et il y avait ma maison qui était de l'autre côté d'un quartier populaire
en effervescence, avec des flammes et tout. Ça se passe comme ça, on n'arrive pas à rejoindre la maison, on finit par rejoindre la maison. Et puis, et l'anecdote, c'est celle-ci. C'est ma mère décide qu'il faut absolument passer, parce qu'on n'avait pas le téléphone à l'époque, pour aller téléphoner à l'aéroport et pour donner des nouvelles à sa famille en France. Et elle prend le chemin qu'on prend tous les jours, c'est-à-dire qu'elle traverse le quartier populaire. Et notre voiture est attaquée. Et alors, je crois que ce moment... Alors, l'histoire est belle parce qu'à la fois on est attaqué et en même temps quelqu'un nous reconnaît. Et donc en fait, on est sauvé. Enfin bon, on prend des cailloux, mais rien de très grave. Mais je trouve que, enfin, j'ai beaucoup porté cette histoire avec moi. Alors en plus, j'ai travaillé ensuite sur cette révolte-là, mais même avant d'avoir travaillé sur cette révolte, ça m'a dit quelque chose. Alors d'accord sur la naïveté de ma mère, mais aussi sur ce qu'on ne sait pas de ce que les gens voient en nous. Ma mère était forcément solidaire de ce qui était en train de se passer dans la rue. Elle le savait profondément, mais même sa petite voiture Peugeot toute cassée était en fait un signe extérieur de richesse trop fort. Et même le geste de traverser en voiture voilà, était à décrypter autrement. Et je crois vraiment que ça m'a marqué comme un instant de réflexion sur là où on est, la position qu'on tient à la fois socialement, par ses convictions et par ce qu'on renvoie, par ses apparences, par son corps, par sa présence matérielle, et aussi sur le petit miracle qui l'accompagne, le fait que finalement on s'en sort pas trop mal. C'est peut-être aussi une des sources de mon optimisme. Mais je crois que ce travail-là, cette attention à être à l'endroit où on peut être, tout en allant vers ce qu'on sent qu'on doit faire, me vient de ce moment-là de ma vie, et qui est peut-être juste un raccourci pour dire l'endroit où je me sens dans le monde.